Bonjour à toutes et tous. Parmi les nombreuses idées reçues sur le Moyen-Âge, temps d'obscurité, période moyenâgeuse et non pas médiévale, il y a cette idée selon laquelle ce serait une époque de cruauté, où les supplices seraient absolument terribles. Et parmi les images d'Épinal, des cruautés de cette période, il y a le pilori sur la place publique, où l'on mettait certains individus condamnés donc à une peine infamante, à une exposition publique qui allait de pair avec une humiliation et toutes sortes d'avanies subies de la part de la population. Je reçois aujourd'hui Isabelle d'Artagnan. Bonjour. Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'autrice d'une thèse très récemment parue, consacrée au pilori au Moyen-Âge dans l'espace français, à la fin du Moyen-Âge, du XIIe au XVe siècle. Et vous avez donc fait de cet objet, de ce lieu, de cette peine du pilori, un objet de recherche. C'est passé dans le langage courant avec l'expression « mettre au pilori »,« clouer au pilori ». Est-ce qu'on utilisait déjà cette expression au Moyen-Âge ? Alors l'expression elle-même vient directement de la catégorie juridique par mettre au pilori, mais pas clouer, qui est une réinterprétation du XIXe siècle. Mettre au pilori, c'est en fait la manière dont la peine est exprimée dès le XIIe siècle, c'est-à-dire dès son apparition. Et c'est la manière dont cette catégorie juridique se présente dans les sources. Mais cet objet, d'ailleurs vous l'avez déjà dit, ce n'est pas juste une catégorie juridique, c'est-à-dire une peine de haute justice, une peine infamante, c'est-à-dire dont le but est de priver de son honneur, de son capital social le condamné. À l'époque, l'honneur, c'est tout aussi important en termes de capital social que l'argent, capital économique, pour définir et constituer la valeur d'un individu. C'est pas seulement cette catégorie juridique, c'est aussi, et vous l'avez déjà fait remarquer, c'est un supplice, c'est-à-dire une peine publique, c'est-à-dire une peine qui se fait devant un public, et c'est en cela que c'est aussi un rituel collectif, et cette dimension-là, je pense qu'on devra en reparler abondamment. Dans les documents, donc, on a « il sera mis au pilori », quoi. On a des sentences qui expliquent, ou dans des statuts qui édictent les règles générales, les normes d'ensemble pour tel fait, telle peine. Il est question de mettre au pilori. C'est in pilori, in pilorio, mittetur, et mis au pilori. Qu'il soit envoyé au pilori. Alors, si je me souviens bien, parce que je m'occupe aussi d'histoire médiévale et d'histoire de la justice médiévale, il y a, on peut dire, 4 grands types de peines au Moyen-Âge. Il y a les amendes pécuniaires, dont vous rappelez qu'en fait, elles constituent la majorité des décisions de justice, au criminel ou enfin au pénal. Il y a le bannissement, souvent, c'est-à-dire que quelqu'un est obligé de quitter pour un certain temps ou définitivement la communauté. Il y a bien sûr les peines, ce qu'on appellera un peu plus tard afflictives, c'est-à-dire mutilation ou peine capitale, peine de mort. Et puis il y a les peines infamantes, c'est ça. Les peines qui couvrent de honte, qui portent atteinte donc à l'honneur, à la réputation. Et parmi ces peines, il y a le pilori, mais ça n'en est qu'une parmi d'autres. Alors donc si on regarde effectivement l'échelle pénale de manière très grossière, de manière très simplifiée, contrairement à ce à quoi on pourrait penser, toutes les peines publiques sont très minoritaires dans l'arsenal pénal médiéval. Donc l'amende pécuniaire, c'est la peine de base et la peine la plus fréquente de très loin. Ensuite, les peines infamantes sont, pour ainsi dire, les plus basses des peines corporelles. Et en cela, dans le schéma judiciaire, dans l'organisation des peines, ce sont des peines médianes. C'est généralement moins grave que, évidemment, la mutilation ou la peine de mort. Parmi ces peines infamantes, vous allez avoir une polarité entre 2 grandes peines. D'un côté, la peine du pilori, qui est celle donc qui nous intéresse, c'est le fait d'accrocher en public à un édifice dédié qui s'appelle le pilori et qui se trouve au centre de la ville, au centre du marché, le condamné pour lui faire subir un rituel d'humiliation publique qu'il subit passivement. Et de l'autre côté, vous avez l'amende honorable, qui est beaucoup plus active, qui est quelque part un peu moins humiliante, parce que c'est le fait que le condamné s'avance et se jette aux pieds de sa victime en public pour lui crier merci, pour lui demander pardon. Puis sa victime le relève et le pardonne.
Et donc c'est une peine infamante, certes, mais qui est tendue vers une réintégration du condamné dans l'espace public et dans la communauté, alors que le pilori est une peine extrêmement excluante, c'est-à-dire qu'une fois que le condamné descend du pilori, il est déshonoré. Et il doit réintégrer la société en ayant perdu une parcelle de sa personnalité socio-juridique et de ses droits, en fait. Donc il y a quelque chose d'irrémédiable, finalement. Quand s'arrête l'exposition en public, il a perdu quelque chose. Du moins, il s'est transformé. Ouais. Il s'est transformé, il a changé d'état, pour parler comme à l'époque médiévale. De statut social. Parce que l'amende honorable, qui a donné l'expression aujourd'hui faire amende honorable, ce que vous expliquez bien, et son nom le dit, elle réintègre dans l'honneur, finalement, une fois que les choses sont Théoriquement, réparées. oui, c'est-à-dire qu'il reste certainement quelque chose de cette amende honorable. Mais par exemple, là où on voit la distinction entre les deux, c'est que les nobles, particulièrement orgueilleux de leur honneur et qui défendent particulièrement ce patrimoine, qui est aussi un patrimoine lignagier pour eux, beaucoup plus que pour les roturiers, et puis qui ont une position sociale avantageuse dans le système social, ne sont pas mis au pilori. Ils sont exemptés de cette possibilité. Pour ainsi dire, oui, ils sont exemptés. C'est-à-dire que j'en ai compté que 4 sur 300 ans. Donc c'est ultra original d'avoir un noble au pilori. Alors qu'au contraire, leur peine infamante dédiée, c'est la peine honorable, c'est l'amende honorable, qui est beaucoup plus fréquente pour les personnages de statut élevé, que ce soit pour les bourgeois de haut rang, pour les nobles. Et donc, c'est pas du tout la même portée, c'est pas le même mécanisme. Ça aurait quelque chose de déstabilisant pour l'ordre social si on pouvait comme ça exposer aux humiliations de la part du tout venant, quoi, des manants, des gens qui sont des seigneurs, quand bien même ce sont des gens qui doivent être punis. Oui, puisque ce qu'on n'a pas précisé de manière très concrète, c'est la forme précise de ce rituel. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est mise au pilori, s'enclenche un moment attendu, ritualisé, de gestes, de paroles, où des attitudes qui ne sont pas autorisées de manière ordinaire deviennent légales. Par exemple, insulter. Par exemple, blasphémer. Alors, de manière... on sait que les gens le faisaient, mais les autorités essayent de le contrôler au maximum, sans y parvenir. C'est-à-dire, en insultant la personne, ils blasphèment, et donc ils se rendent eux-mêmes coupables, possiblement... Oui, mais c'est un moment de normes suspendues. C'est un moment de normes suspendues où, pour déshonorer, il y a tout un tas de gestes, de paroles et d'attitudes qui, de manière générale, sont scandaleuses, mais dans le cadre de ces rituels, sont nécessaires pour humilier la personne. Donc ça peut être des injures, ça peut être des blasphèmes, ça peut être surtout des jets d'objets, des jets d'ordures. Et ces jets doivent nécessairement ne pas blesser la personne, c'est dit tel quel dans les ordonnances, parce que ce n'est pas une peine afflictive. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de créer une blessure d'honneur et pas une blessure matérielle. Et donc, il est interdit de jeter des pierres, par exemple. Bien sûr. Ouais. Et alors, on sait, j'allais vous poser la question, donc qu'à l'issue de cette épreuve, puisque ce n'est quand même une pour celui qui l'a subie, normalement, le condamné doit être indemne physiquement. Oui. Il doit être indemne physiquement. Alors, il y a quand même des personnages dans certaines lettres de rémission, au début du XIVe siècle, j'en pense à une, là, qui quand même, pour pouvoir être exempté de son 4e passage au pilori, il en a déjà effectué 3, il est à La Rochelle, et manifestement, le seigneur local l'a oublié, c'est-à-dire qu'entre chaque mise au pilori, on est renvoyé dans la prison. Ouais. Et il est en train de croupir après sa 3e mise au pilori en attente de la 4e. Parce qu'il a été condamné à une série de mises au pilori, c'est ça ? Tout à fait, ce qui est tout à fait normal. Non, c'est la même peine. C'est une question de gradation, c'est-à-dire qu'on peut... En fait, c'est une peine extrêmement flexible, peut-être qu'on en parlera. L'individualisation pénale est un concept fort de la justice de la fin du Moyen-Âge. Donc on peut condamner à 1 heure de pilori, à 2 heures, à 3 heures. On peut condamner à 1, 2, 3, 4 passages. Ça va jusqu'à 8. On peut condamner aussi à certaines formes de mise au pilori et pas à d'autres. Enfin bref, c'est une des peines les plus plastiques, et d'ailleurs ça fait partie des sujets du livre, de regarder cette plasticité, cette individualité, pour montrer que finalement les réponses pénales médiévales étaient beaucoup plus riches que notre justice. Alors c'était un autre monde, mais c'était beaucoup plus adaptable et de manière très fine au cas d'espèce. Et alors si on reprend le fil de votre exemple... Donc si je reprends mon exemple... Dans cette lettre de rémission, c'est-à-dire c'est une lettre qui est adressée au pouvoir royal, à la chancellerie royale, pour demander rémission, donc interruption, grâce de cette peine. Et le personnage dit explicitement, c'est quand même physiquement rigoureux, quoi. C'est-à-dire, on ne se sent pas très bien. C'est une épreuve physique qui devient difficile à vivre parce que je suis relativement vieux, etc. Il a plus de 50 ans. Donc, le but n'est pas de blesser physiquement,
uniquement symboliquement, uniquement de priver de l'honneur la personne. En même temps, ce n'est pas une partie de plaisir, évidemment, de recevoir à la figure des jets d'ordures et des insultes pendant quelque temps. Mais pourtant, ceux qui infligent donc ces humiliations, pas qui jettent des tomates aux condamnés. Il y a pas de tomates, hein. Ah pardon, c'est vrai, on est en Moyen-Âge, Bah la oui. tomate est arrivée plus tard. Ben voilà. Ceux qui jettent je ne sais quel fruit pourri sur le pauvre condamné, a priori, on peut penser qu'ils le connaissent par ailleurs et qui font partie de sa sociabilité, peut-être pas de son entourage direct, mais enfin, est-ce qu'après, est-ce que d'une part, il ne peut pas y avoir des formes d'indulgence de la part de ceux qui assistent, s'ils connaissent la personne en question? J'imagine que ça dépend évidemment des raisons pour lesquelles la personne a été condamnée. Alors, il y a deux choses importantes dans ce que vous avez dit. Premièrement, et ça tient vraiment à la compréhension de la performativité et de l'efficacité de ce rituel et de son but social. Premièrement, on ne jette pas n'importe quoi. On jette, de manière générale, ce que j'ai appelé des objets réfléchissants, c'est-à-dire des objets qui représentent le crime commis. Par exemple, si c'est un fraudeur d'œufs pourris, on lui jette des œufs pourris. Et donc, c'est une espèce de talion mis en scène, hein, où on représente le crime par l'objet lancé. On renvoie, pour ainsi dire, son crime à la figure du criminel. C'est-à-dire qu'il a vendu des marchandises frelatées, c'est ça? C'est ça. Ouais. Puisque parmi les fonctions fondamentales de cette peine, il y a la répression de la déloyauté, de la fraude, donc la déloyauté en matière commerciale. Bon. Et en cela, c'est une peine qui très souvent répond directement au crime commis. Et de l'autre côté, la question de qui voit, qui participe au public, c'est explicitement intégré dans l'économie de la peine. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque c'est le Parlement de Paris qui met au pilori, donc le Parlement de Paris, hein, c'est la cour d'appel du royaume. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, en France, oui, c'est une chambre de justice. Hein. C'est la justice d'appel du roi. Ouais. Tout à fait, c'est la justice d'appel du roi. Donc il n'y a pas juridiction partout, peu importe. Mais on peut faire appel d'une décision locale devant le Parlement de Paris. On a déjà été condamné par un seigneur quelque part. C'est ça. Et donc ce Parlement de Paris, quand il met au pilori, il le fait toujours de manière, enfin quasiment toujours de manière dédoublée, c'est-à-dire qu'il condamne au pilori des Halles de Paris, en tant que c'est le pilori royal. À l'emplacement actuel des Halles à Paris. Hein. Et ensuite, il y a une espèce de duplication de la peine, c'est-à-dire que la personne est à nouveau condamnée au pilori. Et l'expression consacrée, c'est pilori ou échelle, parce que les conseillers du Parlement ne savent pas trop quel équipement il y a dans la ville de la personne. Il est condamné une deuxième fois dans la ville d'origine où il a fauté, afin que justement les gens qui le connaissent soient présents, voient la peine, constatent son infamie et participent à la fabrication de cette infamie. Ça va même très loin. J'ai trouvé des cas où la victime revendique que le pilori, que la mise au pilori, soit faite le plus proche de son propre domicile, pour créer un effet de voisinage, pour pouvoir y assister. Et il y a même des échelles, donc ça c'est un autre équipement, mais qui est aussi utilisé pour l'exposition infamante. Peut-être qu'on parlera de la différence entre les deux, mais donc il y a des mises à l'échelle qui sont spécifiquement faites devant la porte de la victime ou bien devant la porte de la juridiction où la personne a fauté. C'est-à-dire que la portée sociale concrète de la fabrique de la famille est prise en compte parce qu'en fait, comme le disent les établissements de Rouen de 1204, qui est un des premiers textes qui explique un peu en profondeur ce qu'est cette peine. C'est une sorte de constitution, hein, en fait. Hein, c'est une constitution communale. Une coutume, quoi. Oui, coutume c'est qui a une valeur charte juridique. pour la commune de Rouen. Ouais. Et il dit spécifiquement qu'un des buts de cette peine est de fabriquer la publicité pour les bonnes gens de qui, dans la ville, est une personne dangereuse, c'est-à-dire une personne qui s'est comportée de manière déloyale, et donc qu'il faudra garder à l'esprit son déshonneur, son infamie, et ainsi se protéger, se garder de lui par la suite. Alors est-ce que ça marche? Ça, c'est très dur à évaluer. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme ce sont des gens ordinaires qu'on met au pilori, comme il y a très peu de personnages connus qui y passent, c'est des gens qui apparaissent du néant à l'occasion de l'affaire, qui ensuite retournent au néant des sources. Vous ne trouvez pas trace d'eux dans les archives? C'est quasiment impossible de trouver des traces de ces personnages par la suite. S'ils récidivent, est-ce qu'il y a des cas où des gens qui ont été mis au pilori récidivent et éventuellement sont punis plus gravement? Oui, alors la question de la récidive, c'est un point compliqué. Mais en tout cas, quand on amoncelle
toutes les micro-traces, les rares personnages dont on peut voir la trajectoire, il y en a une poignée, la question de la récidive, etc., on aboutit tout de même à l'idée que oui, il y a un effet durable de cette infamie. D'ailleurs, ça a été une surprise dans mes recherches. C'est-à-dire que je suis parti avec l'hypothèse que, au final, l'hypothèse de notre sensibilité actuelle, que c'était un mauvais moment à passer, très mauvais moment, mais qu'ensuite, la personne, certainement, allait être réintégrée d'une manière ou d'une autre, un peu comme l'amende honorable. En fait, pour le pilori, il semble bien que la personne ensuite porte, alors on ne sait pas pour combien de temps, à quel point, porte le stigmate de son infamie. Ça se voit dans tout un tas de sources normatives, notamment. Je donne juste un exemple. La question de est-ce que la personne va être torturée ou pas si elle est prise par des autorités royales en tant que témoin, par exemple, ou accusée. La fama, c'est-à-dire la réputation de la personne, va jouer un rôle clé dans sa capacité à refuser de passer par la torture ou pas. Ça préserve de la torture. Si on est de bonne fama, on ne peut pas être torturé. C'est ça. Les bonnes gens peuvent refuser la torture. Les bonnes gens peuvent dire mon enquête de réputation montre que ma qualité sociale fait que vous pouvez me croire sur parole. La fama, c'est la renommée. Fait, la fama, c'est la renommée, c'est l'honneur. En fait, à la base de ça, il y a le fait que c'est une société orale, en grande partie, où les contrats oraux sont fondamentaux et où la confiance interpersonnelle est vraiment le tissu de base des relations sociales. Et donc, si la personne peut démontrer qu'elle est honorable, c'est-à-dire que sa parole vaut quelque chose, qu'elle fait partie des bonnes gens, qu'on peut la croire, pour ainsi dire, sur parole, que sa parole a un poids, qu'elle est prude homme, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire homme de bien, bonnes gens, eh bien, elle peut échapper à la question. Alors que quelqu'un qui arrive, dont l'enquête démontre que, bah oui, il y a des souvenirs qu'il a été mis au pilori. Et notamment, il y a une enquête de Reims qui est très belle, parce que justement, c'est une des rares enquêtes où les personnels royaux du Parlement interrogent les gens sur de quoi vous vous souvenez dans votre vie des supplices que vous avez vus à Reims. C'est un des rares cas où on peut vraiment évaluer à quel point est-ce que l'infamie est conservée quelque part. Parce que si on se souvient que la personne a été mise au pilori il y a longtemps, c'est bien qu'on se souvient de sa forfaiture. C'est à quelle époque, ça, à peu près 13e siècle, 14e? Non, c'est... Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est au début du 15e. D'accord. Alors j'ai trouvé ça vraiment par hasard, parce que c'est en fait une enquête qui n'a rien à voir. C'est une enquête de délimitation de juridiction. Eh oui, parce qu'il y a pour 4... savoir qui dit le droit sur ce territoire. C'est ça. Mais le souvenir du précédent, dans ce cas-là, est très important. Exactement. C'est-à-dire que dans la ville de Reims, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les juridictions sont enchevêtrées. Et dans la ville de Reims, il y en a au moins 4. Qui se chevauchent plus ou moins. Alors bon, il y a un chevalier un peu très vieux, qui est tellement vieux qu'il est aveugle, qui dit « Je me souviens que la juridiction du roi passe par la pierre machin à telle rue, etc. » Et qu'au-delà, c'est une autre juridiction. Et puis, quand ils interrogent les gens, du coup, sur les preuves de la justice, c'est-à-dire sur les supplices de telle ou telle juridiction qui ont été faits, les supplices que les gens citent le plus, c'est le pilori. Et il y en a qui remontent à 40 ans. Et leurs souvenirs sont extrêmement précis. C'est-à-dire, il y en a un qui dit, il y a 40 ans, il y a eu le boucher, un tel, qui a été mis au pilori, c'est le fils de machin, et ensuite, il lui est arrivé ça, et c'est extrêmement précis. Donc, cette mémoire-là, c'est peut-être la trace la plus vivace du fait que l'infamie perdure. Donc, d'un côté, on a des textes normatifs qui disent vous perdez des parties de votre personnalité socio-juridique si vous êtes infâme. Par exemple, vous ne pouvez pas refuser la torture. De l'autre, on a une population à Reims qui se souvient très précisément de qui a été mis au pilori, quand, pourquoi, comment. Plus ou moins précisément, parfois c'est un peu vague, c'est la servante de machin, sans le nom. Bon. Mais en tout cas, il y a un univers mental de l'honneur qui est fondamental pour comprendre ces sociétés. C'est-à-dire que l'honneur, c'est ce qui permet de fonder les relations sociales entre les personnes au quotidien. Donc on a perdu quelque chose si on a été mis au pilori, on a été diminué quand même de manière très significative socialement, on est plus vulnérable éventuellement dans des circonstances où on se retrouve accusé, comme c'était le cas. Exactement, on est rendu à la vie civile, mais on n'est plus dans le même état. Et c'est pour ça que je parle bien de rituel au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire au sens de Lévi-Strauss, pas au sens général. Non, un rituel en anthropologie, c'est vraiment une suite de gestes, de paroles, de manipulation d'objets, ordonnés, attendus, qui
parce qu'elles sont ordonnées ainsi, ont des symboles, ont des valeurs juridiques, mais surtout qui créent de la réalité, qui fabriquent de la réalité. Et ici, ça fabrique une multitude de réalités. Et la première de ces réalités, c'est le fait que la personne, une fois qu'elle sort du pilori, elle n'est plus la même personne que lorsqu'elle y a été rentrée. Elle a perdu quelque chose, elle a perdu une partie de son honneur, qui, encore une fois, est capitale pour définir la personne à la fin du Moyen-Âge. Alors, les espaces sur lesquels vous avez travaillé, c'est essentiellement le nord de la France. Pour des raisons aussi de chronologie, c'est-à-dire que vous dites que ça apparaît au XIIe siècle à peu près, hein, c'est ça, entre 1160 et 1190, les premières traces textuelles que l'on a. Puis ensuite, il y a 1204, la Normandie, c'est ça, hein, avec ces établissements de Normandie. On voit déjà d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de sources, sans doute, que vous avez utilisées. Les sources de la pratique judiciaire, les procès-verbaux qui ont été laissés, ou les sentences, puis d'un autre côté, les règles, hein, comme les établissements de Normandie. Vous avez aussi étendu votre recherche vers le sud-ouest, hein, si j'ai bien compris, puisque vous vous êtes rendu compte que les établissements de Rouen ont été étendus à des régions du sud-ouest qui étaient dominées par la même personne, hein, le duc de Normandie, roi d'Angleterre, hein, c'est ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les sources, d'abord peut-être? Les sources et puis l'espace géographique. Alors, pour le début de la période, on est obligé quasiment de fonctionner avec des chartes communales. C'est-à-dire que pour le XIIe siècle, il n'y a quasiment pas d'autres sources que les chartes communales pour comprendre le fonctionnement et surtout la localisation, et donc où ça apparaît pour cette peine. Après, on a, à partir du XIIIe siècle, beaucoup plus de traces, et notamment une extension de nature. C'est-à-dire qu'on a effectivement des documents de la pratique qui commencent à apparaître. Donc cette fois-ci, c'est plus des normes, donc là, c'est plus les des normes, jugements c'est plus rendus, quoi. Ce qui doit être. Et évidemment, la distance est énorme, en fait, entre la norme et la pratique. Donc il ne faut pas s'illusionner en croyant que parce qu'on a une norme, on sait comment ça fonctionnait dans le réel. Hein, ça n'a rien à voir, en fait. Donc il y a une distance énorme entre, d'un côté, les normes et la pratique. Les normes elles-mêmes s'étoffent avec la naissance de tout un tas de coutumiers qui sont des réinterprétations de coutumes plus ou moins locales avec des ajouts du droit royal. Un coutumier, c'est pas un reflet réel non plus des coutumes du coin. Philippe de Beaumanoir, coutume de Clermont-en-Beauvaisis, on peut pas dire voici les coutumes de Clermont-en-Beauvaisis à la fin du XIIIe siècle. En réalité, il a tout un tas d'apports du droit royal, de sa propre expérience, etc. Et il combine quelque chose de nouveau. Donc il y a toutes ces normes-là. Et puis la pratique, ça devient des registres peu à peu. Et puis surtout, on ne peut pas se contenter de ça pour les sources, parce que sinon il manque l'essentiel, à mon sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans le rituel et l'ambiance autour du pilori, autour de l'édifice au sens propre. Puisque dans les sources judiciaires, on s'arrête simplement à « vous allez être condamné au pilori ». On est obligé d'étendre aux chroniques pour voir la peine elle-même fonctionner. Alors évidemment, c'est un idéal type de cette peine, c'est-à-dire que quand un chroniqueur dit « voici comment se déroule cette peine », ça ne signifie pas qu'il est en train réellement de répéter l'existence qu'il a vue, mais il est en train de nous dire certainement la manière dont cette peine devait se dérouler pour être une peine du pilori valide. Mais il peut y avoir des récits d'épisodes particuliers. Alors, il y a des récits d'épisodes particuliers. Il y en a deux en particulier. Il y a, au XIVe siècle, sous Philippe VI, il y a une mise au pilori, une mise à l'échelle par l'évêque de Paris, qui dérape. C'est comme ça que vous commencez le livre, d'ailleurs. Et c'est le tout début du livre. C'est un breton, un noble éclair, qui a trahi le roi de France. Et le roi de France ne peut pas le condamner. Il voulait le condamner à mort. Le roi de France ne peut pas le condamner parce que c'est un clerc. Donc il est obligé de le remettre à son ordinaire, c'est-à-dire la juridiction ecclésiastique, l'évêque de Paris. C'est une bonne illustration de ce que vous disiez sur la multiplication, l'enchevêtrement des juridictions. Ce n'est pas forcément familier à tout le monde. C'est-à-dire le fait que le pouvoir de juger est disséminé entre plusieurs instances. Hein. Oui. Et là, en l'occurrence, le roi, par exemple, n'a pas le droit de juger absolument tout le monde. Les clercs sont censés lui échapper. Pourtant, ce personnage est un officier royal. Mais en même temps, c'est un clerc. Et donc, il y a le privilège du fort qui s'applique, c'est-à-dire que seule l'Église peut condamner les clercs. Philippe VI est extrêmement embêté. Il essaye d'abord de reculer au maximum le fait de donner ce personnage. De le remettre à l'évêque. Oui. Il finit par accepter. Comme il n'y a pas de peine de mort, ou du moins là, l'évêque de Paris ne voulait pas appliquer la peine de mort pour ce cas. L'Église est plus indulgente dans ces peines. L'Église évite de condamner à mort. S'il le fait, il l'externalise, bon, peu importe. On a donc une situation où la personne est condamnée à l'échelle, c'est-à-dire au pilori. Bon.
Seulement. À l'exposition infamante. Et en fait, ce sont les sergents du roi qui sont envoyés en sous-main dans le public pour lapider cette personne. Donc transformer ça en peine afflictive. Exactement, en peine de mort. Mais de manière complètement illégale. C'est complètement illégal et c'est vraisemblablement volontaire. C'est-à-dire que le chroniqueur qui nous rapporte ça est plutôt du côté de l'évêque de Paris et il trouve ça absolument scandaleux. Et il dit que les officiers royaux sont diaboliques, etc., d'avoir fait ça. Donc, en fait, là, on a un pilori qui a dérapé. C'est le seul. C'est le seul cas que j'ai pu trouver de lapidation jusqu'à la mort d'un personnage mis au pilori. C'est intéressant parce que là, en plus, on est dans une circonstance où le cas est un cas de trahison. En fait, trahison pendant ce qu'on a appelé plus tard la guerre de 100 ans. On est au début des hostilités, dans les années 1330, si je me souviens bien. Il était tiraillé entre ses obligations lignagières de famille et les obligations vis-à-vis du roi, parce que c'est en Bretagne, voilà. Donc c'est une zone de front de la guerre de 100 ans. Bon. Donc il est aussi lié par des obligations féodales au roi d'Angleterre. C'est ça, à l'ennemi du roi de France. Ouais. Et donc, finalement, il y a une transgression là, des limites entre juridictions et de la logique du pilori pour passer à la peine de mort, de facto, qui est liée à la nature exceptionnelle du crime, finalement, et à la nature exceptionnelle de l'autorité qui a été bafouée, l'autorité royale. C'est-à-dire une circonstance aggravante ? Je veux dire que si on a osé enfreindre ces principes ces principes normatifs généraux qui veulent que la juridiction d'église est autonome et puis que le pilori n'est pas une peine afflictive, c'est parce que ce qui était en cause, c'était peut-être la lèse-majesté même. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est un point qui est intéressant. La peine du pilori naît en dehors de l'influence du roi. C'est-à-dire, elle naît en Flandre, en Hainaut, de nouveaux équilibres socio-économiques au sein des grandes villes du nord de la France. Donc, l'émergence des kiwès puis bourgeois, c'est-à-dire les citadins enrichis, roturiers, mais enrichis par l'émergence de marchés, etc., crée des nouveaux équilibres sociaux dans le partage du pouvoir dans ces villes. Et le pilori est une forme de compromis parce que c'est un outil utilisé par les justices locales pour défendre les intérêts de ces marchands. Défendre les intérêts du marché au départ. Après, il devient beaucoup plus large. Mais au départ, c'est vraiment un outil local, un outil de ces nouvelles communes, de ces nouvelles villes marchandes qui sert à pacifier le monde du marché qui est en train d'éclore. Il y en a des traces plutôt, alors, dès les années 1150, dans ces régions flamandes. À partir des années 1160, c'est-à-dire que le pouvoir royal n'obtient le pilori, n'acclimate le pilori dans la région du Parisis et dans sa législation que beaucoup plus tardivement, au XIIIe siècle. Les premières traces du pilori dans cette zone-là, en Île-de-France, c'est plutôt 1230. Donc ça fait déjà 70 ans au moins. Moi, je pense que le pilori est un peu plus vieux que son apparition à Saint-Omer en 1164 dans les sources, mais pas beaucoup plus vieux. Ça doit être vers 1130, 1140 au maximum. Donc ça faisait un petit siècle qu'il devait exister. Et ensuite, dans la législation royale elle-même, c'est plutôt sous Saint-Louis, donc encore plus tardivement au milieu du XIIIe siècle. Donc il y a un décalage, mais une fois que le pilori rentre dans l'orbite du pouvoir royal, ça devient un outil de construction de l'État, et notamment un outil de répression de la lèse-majesté. C'est-à-dire que Philippe VI, en cela, certes, dans le cas de Henri de Malestre III, dont on parlait tout à l'heure, ce ne serait pas suffisant. Il a jugé que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait une peine de mort. Mais de manière plus générale, le pilori devient une espèce d'outil d'affermissement et de répression dans la construction de l'État moderne, tel qu'il se construit au cours du XIVe siècle, et notamment, il sert à punir la lèse-majesté. Pour une raison qui est assez simple, et on peut refaire toute la filiation, et je le fais dans le livre, des usages. C'est une manière de punir une atteinte à l'honneur du roi par une privation d'honneur. Exactement comme avant ça, il est utilisé pour le blasphème par Saint Louis. Parce que c'est une atteinte à une autorité supérieure, l'autorité divine, Dieu, qui est rendue, on rend la monnaie de sa pièce, pour ainsi dire, au personnage, au condamné, en le privant de son honneur. Et avant ça, c'était utilisé pour faire ce que l'ordonnance, la charte de Saint-Quentin, de la commune de Saint-Quentin, en 1195, donc là c'est au tout début de la matrice, appelle la vengeance commune, c'est-à-dire la vengeance de la commune, c'est-à-dire la vengeance de la communauté des bourgeois, pour des cas où un individu a attaqué l'honneur collectif des bourgeois
en étant déloyal sur le marché. Et là, la boucle, c'est-à-dire qu'on revient à cette idée qu'au départ, c'est un outil du marché pour protéger la loyauté des transactions et le fait que tout se passe honorablement dans le marché. Et si quelqu'un se comporte de manière déloyale et déshonorable dans le marché, il est mis au pilori et son déshonneur lui revient. Et ensuite, ça passe comme ça à le fait de bafouer une autorité, d'une autorité, puis bafouer l'honneur de Dieu, puis bafouer l'honneur du roi. Et ça vient du monde des transactions privées, finalement. Ça vient du monde des transactions privées, de la confiance au sens économique, au fond, oui, entre sauf les parties. qu'à l'époque, la confiance interpersonnelle dans le cadre des relations économiques, c'est la même chose que dans le cadre des relations sociales. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de droit spécifique. C'est-à-dire que le marché, c'est l'expression, d'un point de vue spatial, du pouvoir seigneurial dans toutes ses formes. Et en fait, le pilori n'est pas juste un instrument, un équipement fonctionnel. C'est-à-dire qu'il est la représentation du pouvoir seigneurial. Pour ainsi dire, c'est l'œil du seigneur. La présence du pilori, avec les armes du seigneur dessus, avec les armes de la juridiction, donc, en fait, dit qui a le pouvoir ici, qui organise le marché. Oui, son blason. C'est ça, les armes. Hein. Oui. Son symbole héraldique, pour ainsi dire. Ses couleurs. Ça dit qui organise le marché, qui pose les règles, qui lève les taxes, qui fait les adjudications, c'est-à-dire les enchères publiques. Bref, le pilori est une espèce de lieu central de tout un tas de fonctions du pouvoir seigneurial, et pas seulement un lieu judiciaire. Est-ce qu'on a des traces archéologiques et iconographiques ? Venons-en justement donc à cet équipement dont vous parlez, puisque c'en est un. On met au pilori, mais on peut aussi mettre à l'échelle, on peut aussi mettre au carcan, c'est ça ? Il y a plusieurs dispositifs matériels comme ça pour entraver la personne et l'exposer aux humiliations ? Alors, le pilori, c'est vraiment l'édifice principal de cet objet historique. À la fois en quantité, c'est-à-dire 70% des peines sont liées au pilori et pas à un autre équipement. En antériorité, ça commence par le pilori, et son nom apparaît tel quel dès les années 1160, et en honneur et en rang, c'est-à-dire que qui détient le pilori est le seigneur le plus important de cette ville, puisqu'il y a plusieurs seigneurs dans une ville la plupart du temps. C'est comme les fourches patibulaires, finalement, pour un autre type de peine. La potence, je veux dire, c'est aussi le symbole. Oui, c'est un peu la même chose, en cela que les deux sont des signes de haute justice, et les deux représentent le rang de la seigneurie. C'est-à-dire que un seigneur infériorisé symboliquement va avoir une échelle, et pas un pilori. Alors d'un point de vue matériel, le pilori qui est premier à tout point de vue, c'est un poteau, au départ. C'est un poteau avec les armes du seigneur dessus. C'est de là que vient le mot pilori ? Eh ben, c'est extrêmement difficile à définir. L'étymologie, il y a un passage dans le livre dessus. Moi, tout ce que j'en ai retenu, c'est que c'était nébuleux et que toutes les hypothèses qui avaient été avancées jusqu'ici étaient fausses. C'est pas très clair d'où ça vient. Ça ressemble à un mot pour dire qui dériverait du mot poteau. Du mot pilier, en tout cas. Pilier, Ce qui est à peu près sûr, c'est que c'est fondé sur pilier. Et donc, au départ, c'est un pilier. C'est un poteau qui est assez grand. Hein, ça peut faire 3 mètres, et parfois plus. Et à ce poteau, donc, on attache par des liens, parfois par des chaînes qui sont directement dans le poteau, les condamnés. Et ensuite, cet édifice, vous avez un mouvement de monumentalisation, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus complexe et il devient le reflet de la réussite à la fois dans l'échelle des juridictions, mais aussi d'un point de vue de la richesse du seigneur du lieu. Donc les communes les plus riches vont avoir des magnifiques piloris qui deviennent des tours à poivrières. D'ailleurs, sur le livre, sur la couverture, on a le pilori des Halles de Paris au XVe siècle, donc le pilori royal, le plus grand pilori royal, qui est un véritable monument. Avec 8 côtés, plusieurs étages, des carcans mobiles pour faire tourner les condamnés. C'est l'édifice au milieu avec la petite toiture. Exactement, avec la poivrière. Ça s'appelle une poivrière. Oui, c'est un toit en poivrière. D'accord. Et donc, par exemple, au début du XVIe siècle, il y a le pilori d'Amiens qui est rasé, reconstruit, parce qu'il commence à se faire très vieux, et on a gardé le détail de tous les travaux qui y sont faits, et c'est vraiment le joyau du pouvoir justicier d'Amiens, de la commune, et dessus vous avez des dorures, des lions en or, un soleil en or, et c'est vraiment une manière de montrer la réussite à la fois économique et juridictionnelle de la commune d'Amiens. Et à chaque fois qu'on a des détails un peu matériels de ces grands piloris de la fin du XVe siècle ou des débuts du XVIe, ils sont toujours magnifiques, parce qu'en fait ils représentent physiquement, c'est pas une question d'orgueil, hein.
les historiens du 19e siècle disaient ces seigneurs sont bien orgueilleux. Non, c'est une question de représenter physiquement dans le paysage l'honneur et la réussite et le rang de cette seigneurie. Bon. Et à côté, vous avez l'échelle qui s'autonomise au milieu du XIIIe siècle, du pilori. Alors, il faut imaginer une échelle, vraiment une échelle, dans laquelle on fait monter le condamné et on l'attache en haut de l'échelle. Elle est mobile la plupart du temps. À la fin du XVe siècle, il commence à y en avoir qui sont stables, mais la plupart du temps, du moins au départ, c'est des échelles mobiles. Et c'est un objet qui là, pour le coup, est juste un équipement de l'exposition. C'est-à-dire que ce n'est pas un monument, ce n'est pas un édifice, c'est un équipement de base, qui signifie pas grand-chose, mais les juridictions qui n'ont pas le droit d'avoir un pilori en font un signe de justice infériorisé. D'accord. Oui. Voilà. Et puis le carcan, c'est un outil technique. C'est le fameux, ce qu'on imagine en fait quand on pense à pilori, mais ce n'est pas le pilori, c'est un carcan. C'est les deux planches avec des trous. C'est les deux planches avec les trous pour passer la main et la tête. Et en fait, c'est un objet carcéral, c'est un objet du monde de la prison, qui servait au départ à faire que les condamnés, enfin, ou les emprisonnés plutôt, ne s'enfuient pas, donc soient fixés à l'intérieur de la prison. Et il est sorti de la prison pour le rajouter au pilori comme objet technique d'entrave. Ouais. Et par ailleurs, c'est un bon objet technique. Moi, ce que j'essaye de démontrer, c'est qu'en sortant de la prison, il change de forme. C'est-à-dire que quand il était dans la prison, c'était plutôt pour retenir les pieds et les mains. Et le carcan qui retient la tête, c'est spécifiquement un carcan de pilori. Pourquoi ? Parce qu'il permet justement de faire que le condamné a la tête visible, ne peut pas se protéger avec ses mains, etc., pour pouvoir lui envoyer des ordures en pleine tête. Et c'est à une date particulière et dans des zones particulières que le carcan émerge. C'est plus tardif que l'échelle et le pilori ? C'est à peu près contemporain de l'échelle, donc c'est courant XIIIe siècle en gros. Alors si on en termine peut-être avec la chronologie, jusqu'à quand est-ce que cette pratique qui aujourd'hui nous paraît, qu'on se plaît à penser non civilisée, même si vous nous avez montré qu'en fait elle l'est tout à fait et qu'elle est parfaitement encadrée et qu'elle a sa logique rituelle et juridique, jusqu'à quand est-ce que on utilise le pilori ? Alors ce qui est intéressant avec le pilori de ce point de vue-là, c'est que c'est la peine infamante la plus répandue, la plus active, la plus utilisée de manière assez universelle dans le royaume de France. Même l'Église l'utilise au travers des mises à l'échelle, tant au temporel qu'au spirituel d'ailleurs, bon, peu importe. Et en fait, au XVe siècle, alors que les autres peines infamantes commencent à disparaître, pour avoir une polarisation où il ne reste plus que le pilori et l'amende honorable, toutes les autres tendent à disparaître. La hachée, l'armiscara, en latin, disparaît au XIVe siècle. La hachée, c'était assez marrant, c'était un rituel où on mettait sur la personne sa condition socio-professionnelle et il devait se balader dans la rue en étant humilié publiquement par des gens. Comment ça, on mettait ça par exemple, un clerc portait, et là pour le coup c'est une peine qui pouvait être faite à des nobles ou des clercs. Un clerc portait un grand livre, en cela que ça représente son état. Un noble portait un chien de chasse sur le dos. Et donc ils étaient humiliés comme ça. Donc ça c'est la hachée. C'est une très vieille peine infamante qui date au moins du 9e siècle et qui disparaît au 14e. Il y en a plein comme ça qui disparaissent au 14e, 15e siècle. Le fait de porter des gros cailloux grimaçants. C'était des énormes rochers. On en peut encore en voir un à Strasbourg, il me semble. C'est des énormes rochers où on a taillé un visage grimaçant et qu'il devait porter comme ça en public. La course, c'est-à-dire le fait de devoir passer dans la rue nu. Si c'est pour adultère, vous êtes relié d'ailleurs à la personne adultérine. Et donc, pour être humilié publiquement, tout ça, ça disparaît. Il ne reste plus que le pilori et l'amende honorable. Et donc, à partir de l'époque moderne, ce qu'on voit, c'est une fossilisation très lente du pilori. Le pilori, comme je l'ai dit, c'est avant tout un rituel, en fait. C'est certes une catégorie juridique qui sert à punir les crimes de déloyauté, mais elle n'a de sens qu'en cela qu'il y a un public pour performer le fait de déshonorer par le rituel du jet d'ordures, d'insultes, etc. Courant XVIIe, XVIIIe siècle, il semble bien, du peu que j'ai pu en voir, qu'on condamne toujours au pilori. La peine n'est abolie qu'au début du XIXe siècle. On condamne toujours au pilori, mais il n'y a plus de public, il n'y a plus de rituel. C'est-à-dire que les badauds vivent leur vie, et puis simplement, de temps en temps, le pilori est rempli, est garni d'une personne. Mais il n'y a plus cette espèce de rituel d'humiliation qui fait en fait le cœur de la peine.
son sens est perdu. Ça devient un objet vide, un lieu vide, et peu à peu, ensuite, il est supprimé du système pénal parce qu'il atteint la dignité des personnes. C'est incompatible avec la dignité humaine, évidemment. Alors, donc ça marque quand même un changement dans l'organisation des valeurs, sans doute, puisque il n'y a plus de participation spontanée, comme c'était le cas auparavant. C'était un peu là-dessus que reposait finalement le mécanisme. Il n'y a plus de participation spontanée du public à l'humiliation. Et on y voit finalement un problème de droit personnel, quelque chose, un dispositif qui remet en cause les droits individuels à partir du XVIIIe siècle. Alors qu'on soit bien clair, pour la période médiévale, la participation du public n'est pas spontanée. C'est un rituel encadré, volontaire, où les gens sont tenus de venir. J'ai trouvé une ordonnance à Piolenc où le seigneur menace d'amende les citadins qui ne viendraient pas au pilori, qui ne viendraient pas participer au public. Donc on est requis d'aller humilier en fait, ceux qui sont condamnés. Ce que je démontre, c'est qu'on a l'impression de loin, quand on n'analyse pas, que c'est spontané, parce que c'est des gestes forts qui ont l'air de venir du cœur, c'est-à-dire on choisit quelles insultes on utilise, etc. Tout est organisé. Par exemple, ce qu'on jette, c'est les officiers de justice qui le ramènent. Ils amènent les projectiles. Dans la chronique scandaleuse du XVe siècle, il est spécifiquement dit que les sergents du Châtelet à Paris amenaient, et c'est les brouettes de la voirie, c'est-à-dire les brouettes qui servaient en fait à récupérer les ordures parisiennes. D'accord. À la place de juste les mettre en dehors de la ville, ces ordures parisiennes avaient une deuxième vie, un usage judiciaire, qui était de les amener au pilori pour servir de munitions au public. Il faut bien, et puis quand je disais que c'est des projectiles réfléchissants, il faut bien avoir sous la main les objets réfléchissants qu'on va utiliser pour donner du sens au rituel. Qu'est-ce qu'on entend par réfléchissant ? Qui représentent, qui réfléchissent, qui représentent le crime. Donc par exemple, si la personne est un voleur, est un fraudeur de beurre, c'est-à-dire qu'il a mis de l'eau ou des draps dans du beurre. Je crois que j'ai un cas à Metz. Oui, il y a un cas à Metz à la fin du XVe siècle où c'est ça. C'est une dame qui vendait du beurre avec des chiffons dedans. Pour que ce soit plus lourd. Pour que ce soit plus lourd. Et du coup, on fraude un peu la quantité de beurre. C'est ce beurre-là qui lui est envoyé, donc il faut bien que les autorités aient récupéré la pièce à conviction, aient récupéré le beurre, puis ensuite le mettre à disposition. Tout est prévu, tout est encadré, donc ça n'a rien de spontané, c'est un rituel. C'est un rituel de cohésion sociale et de construction de l'autorité seigneuriale. Ensuite, le rituel disparaît, donc à mon sens, alors c'est une période que je connais moins bien, évidemment, mais à mon sens, ça dit quelque chose de la transformation, de l'intérêt pour peut-être les structures de l'honneur dans la société, peut-être un désintérêt des autorités judiciaires pour la partie de ce rituel, c'est-à-dire il n'y a plus l'organisation du rituel en amont par l'autorité judiciaire, et en fait le sens est perdu. Le sens est perdu, et ensuite il disparaît parce que ce qu'il reste, une fois que tous les bénéfices de ce rituel ont disparu et ne sont plus compris, tous les bénéfices en termes de relations interpersonnelles, de construction de l'honneur, de construction des relations sociales, de cohésion du monde des bourgeois, du monde des bonnes gens et de l'autorité seigneuriale, une fois que tout ça est perdu, qu'est-ce qui reste ? Il reste la honte du condamné, il reste un supplice qui au final est incompatible effectivement avec la dignité humaine telle qu'elle se conçoit à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle dans la construction des droits civiques, des droits du citoyen et de l'homme, etc. Dans la logique des Lumières, quoi. Oui. Merci beaucoup pour cet aperçu sur un objet singulier qui participe, je le disais au départ, de l'image d'Épinal du Moyen-Âge, mais qui en fait peut donner lieu à une analyse très approfondie des relations sociales, de l'évolution des pouvoirs à partir du Moyen-Âge central. Le pilori au Moyen-Âge dans l'espace français du XIIe au XIVe siècle, donc par Isabelle d'Artagnan. Merci encore. Merci beaucoup.